Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, voici le sommaire du journal. Rentrée des classes mouvementées à Saint-Jean d'Arc, l'Institut franco-sénégalais brandit son règlement intérieur pour interdire le port du voile. De nombreuses filles exclues, une mesure qui se heurte à la Constitution sénégalaise. Le gouvernement fait sa rentrée, premier conseil des ministres après les vacances au palais présidentiel ce mercredi. Plusieurs urgences sur la table du président Macky Sall. Qui sera le chef de l'opposition sénégalaise? La question pourrait être tranchée prochainement dans le cadre du dialogue politique. Un statut constitutionnalisé en 2016, ITV s'intéresse ce soir aux critères pouvant être retenus. Le cinémomètre, un appareil de contrôle de vitesse entre les mains des gendarmes. Son efficacité contre les excès suscite notre curiosité avec la recrudescence des accidents de la circulation. Et puis, vague de violence contre les étrangers en Afrique du Sud. Le calme revient peu à peu. Une xénophobie vis-à-vis de ressortissants africains au pays de Mandela qui indispose plus d'un. Bienvenue. Un jeune conducteur refuse d'obtempérer et fonce sur un policier au rond-point JVC à Sacré-Cœur. L'automobiliste était armé et transportait de la marijuana. Le policier blessé a été évacué à l'hôpital principal. Arrêté quelques mètres après sa fuite, le jeune homme a été immédiatement placé en garde à vue au commissariat central de Dakar. Les faits se sont déroulés cet après-midi. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Saint-Jean d'Arc se dévoile donc. La joie du premier jour de rentrée dans cette école catholique franco-sénégalaise est éclipsée par une nouvelle polémique sur le port du voile. Plusieurs élèves voilés auraient été renvoyés de l'Institut pour non-respect du code vestimentaire en vigueur. Ce règlement intérieur de Saint-Jean d'Arc est-il conforme à la liberté de religion consacrée par la Constitution sénégalaise? Nous avons posé la question à l'avocat Maître Moussa Sarr. Sa réponse dans ce sujet de Moustapha Gabar Diop Cheikhougay. L'interdiction du port du voile dans l'enceinte de l'institution Saint-Jean d'Arc avait été annoncée dans son règlement intérieur signé par les parents d'élèves. Une mesure que l'établissement n'a pas tardé à appliquer dès la rentrée scolaire de ce mardi. Mais cette disposition du règlement intérieur de l'établissement n'entre-t-elle pas en conflit avec la liberté de culte établie par l'article 8 de la Constitution? Si on s'en tient purement au règlement intérieur, il semble que l'école a raison. Mais on ne peut pas s'en tenir uniquement à ce règlement intérieur, parce qu'il y a une Constitution qui est la norme supérieure. Et toutes les dispositions inférieures doivent se conformer à la Constitution ou ne doivent pas violer la Constitution, ce qui ne semble pas être le cas. Parce que dès lors qu'on applique cette disposition, en l'interprétant comme telle, ça viole la liberté religieuse des citoyens. Outre le débat que je viens de soulever, est-ce que mettre un voile, c'est être couverte? Selon Maître Sarr, cette polémique appelle à un débat plus large sur la définition de la laïcité au Sénégal. Une définition de la laïcité qu'il faut différencier de celle de la France ou d'autres pays occidentaux. On a une autre conception, beaucoup plus dynamique. Il est vrai que les religions sont autonomes, mais il reste que l'État contribue à la vie de toutes les communautés religieuses. Et c'est ça qui est conforme à notre pays, qu'on soit musulman, chrétien ou autre. Donc je pense que nous devons rester, nous, dans notre conception bien sénégalaise de la laïcité, qui est faite de tolérance, qui est faite d'acceptance, qui est faite de relations de vie. Et à partir de ce moment-là, on va éviter qu'on nous ramène des débats de la France ou d'ailleurs. À la fin de la dernière année scolaire, Mamadou Talla, ministre de l'Éducation, avait rappelé à l'ordre l'institution Jeanne d'Arc sur cette situation qui, selon lui, n'est pas conforme à la Constitution du Sénégal. En effet, le texte dispose en son article 1er que la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Le ministre avait également indiqué que toutes les dispositions seraient prises pour une application stricte des lois et règlements en vigueur en relation avec les inspecteurs d'académie.
Une rentrée d'une toute autre nature. Les vacances gouvernementales sont bien finies. Le chef de l'État Macky Sall a présidé ce mercredi son premier conseil des ministres de rentrée. Les dossiers ont dû s'amonceler sur la table du président de la République au regard de la forte attente de la population. 2 mots pour résumer tout cela: urgence et solution. Youssouf Konté et Mafal Fall à la rencontre de quelques Sénégalais. Reportage. Le centre-ville de Dakar étouffe ce matin sous la chaleur. La place de l'Indépendance, les Sénégalais vaguent tranquillement à leurs occupations. Cela étant, ils ne sont pas insensibles face aux problèmes quotidiens qui les assaillent. On a aujourd'hui des problèmes qui sont vraiment absolus. Les Sénégalais ne mangent plus à la faim. Et ça se voit sur certains niveaux. Et l'insalubrité et le manque de sécurité en ce moment, parce qu'il y a eu plein de cas d'agression qui se présentent. Pratiquement ce mois-ci, il y a beaucoup d'accidents mortels même, je veux dire. Même le ministre des Infrastructures a eu un accident. Donc je pense que ça aussi, ils doivent aussi essayer de voir comment trouver des solutions par rapport à ces accidents, surtout la discipline, essayer de faire un maximum de communication envers les usagers, envers les chauffeurs. Au nombre des difficultés qui hantent le sommeil de nos compatriotes figure la question de l'emploi qui est un véritable casse-tête pour certains jeunes. Ils en interpellent le gouvernement. Qu'ils arrêtent de voyager tout le temps, qu'ils trouvent aux jeunes du travail, parce qu'il n'y a pas de travail. Les jeunes font tout simplement des stages à non plus finir. Il n'y a pas de travail au Sénégal. La vie à Dakar est très chère pour nos parents. Que le président Macky Sall s'imprègne vraiment de la réalité. Et que dire de la gestion des ressources naturelles du pays? Les Sénégalais qui veulent de la transparence demandent à être édifiés. Puisqu'ils sont en retour, je pense que l'urgence, c'est de faire une communication, des interprétations ou bien des accusations même, je peux dire, sur le fer, donc le pétrole. Donc il y a eu beaucoup de sorties de l'opposition comme du pouvoir. Mais nous, Sénégalais, nous avons besoin d'une bonne information. Et la bonne information doit être officielle. 1 mois durant, le gouvernement avait pris ses vacances. Une fois qu'elles sont terminées, les Sénégalais attendent qu'on règle au plus vite possible les problèmes auxquels ils sont confrontés. Voilà qui est dit. La question du statut de l'opposition et de son chef devrait être tranchée prochainement dans le cadre du dialogue politique. Ce statut est consacré par la réforme constitutionnelle adoptée par référendum le 20 mars 2016, mais sa mise en œuvre tarde à voir le jour. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? Quels critères faut-il retenir pour désigner un chef de l'opposition sénégalaise? Un dossier de Babacar Touré, Séléman Diallo. Le statut du chef de l'opposition tarde à se matérialiser au Sénégal. 3 années après la réforme constitutionnelle de 2016, la loi définissant ce statut n'existe toujours pas. Sur les raisons du retard, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir délibérément bloqué le processus. Je considère que le blocage se situe uniquement au niveau de l'exécutif. Et quand je parle de l'exécutif, je nommais principalement M. Macky Sall, président de la République, puisque c'est lui le chef supérieur de la magistrature, c'est lui en fait qui fait des projets de loi. De son côté, la majorité met en exergue la désorganisation de l'opposition sur la question. Selon certains responsables, le statut sera défini à l'issue du dialogue national. Normalement, nous devions en discuter hier, mais c'est l'opposition elle-même qui a demandé qu'on renvoie la question le temps qu'elle s'accorde sur... parce que là, on dit que ça doit être l'opposition parlementaire ou celui qui est venu deuxième aux élections présidentielles. Aussi, les critères à retenir pour le chef de l'opposition constituent une pomme de discorde entre les acteurs politiques. Les uns préconisent la voie présidentielle. Je pense que les élections qui ont consacré le président Macky Sall et qu'on ne peut pas contester, ce sont ces élections-là qui doivent consacrer le chef de l'opposition. Tandis que d'autres personnes trouvent plus pertinente la voie parlementaire. Je pense que la voie parlementaire elle est la plus importante aujourd'hui parce que même elle est disputée par département, par les localités territoriales. Et elle est plus d'ailleurs
dense que l'élection présidentielle. Même aussi, on sait que le président de la République est ce qu'on appelle la clé de voûte des institutions. Mais véritablement, il faut le dire, cette dispute doit avoir, n'est-ce pas, comme conséquence, la majorité des citoyens sénégalais à l'issue des élections législatives dites nationales. Souvent présenté comme une vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest, le Sénégal ne réussit toujours pas à dépasser cette question qui n'est plus à l'ordre du jour dans certains pays comme le Bénin. Mais des avancées significatives sont attendues au terme du dialogue national qui planchera sur la problématique. Adama Gaye, auditionné dans le fond du dossier aujourd'hui, après un mois de détention, le doyen des juges d'instruction a entendu le journaliste activiste qui est inculpé pour les délits d'offense du chef de l'État, au chef de l'État plutôt, et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'audition s'est bien déroulée au dire de son conseil maître Khouri Chiba. Dans la foulée, les avocats d'Adama Gaye ont encore déposé une demande de mise en liberté provisoire. D'après le site Immédiat SL, le journaliste a répondu à toutes les questions du juge en assumant ses écrits. Il aurait cependant nié avoir proféré des insultes contre le président de la République. Le ciné, mon maître, vous connaissez, si ce n'est pas encore le cas, il s'agit de l'appareil de contrôle de vitesse des véhicules qu'utilisent les agents de la circulation, notamment la gendarmerie. Son efficacité est reconnue même s'il y a quelques limites à souligner. La recrudescence des accidents de la route, un bon prétexte pour nous familiariser avec le ciné, mon maître. Une découverte signée Omar Khan, Augustin Mandan, Séléman Diallo. C'est à des vitesses vertigineuses que les voitures roulent sur l'autoroute à péage. Pourtant, les panneaux de limitation de vitesse sont bien visibles. Une autoroute sans radar, mais de temps en temps, la gendarmerie veille au grain. C'est d'un pont que les gendarmes détectent les voitures en excès de vitesse. Nous avons remarqué quand même qu'à l'origine de beaucoup d'accidents, l'excès de vitesse est indexé. Un appareil cynomomètre que nous avons installé sur la passerelle. Donc, les véhicules qui viennent dans le sens, c'est-à-dire les véhicules qui viennent de Dakar et qui roulent à une certaine vitesse, quand on estime qu'ils roulent à une vitesse, en tout cas au-delà de la vitesse qui est prescrite 110, nous les prenons avec la l'aide de l'appareil que nous avons ici, le cynomomètre, qui affiche la vitesse à laquelle roule le véhicule. Si c'est au-delà de 110 km, on se rend compte qu'il est en excès de vitesse. Le numéro du matricule de la voiture est ensuite communiqué aux gendarmes en faction au prochain poste de péage. On vous a notifié que vous roulez à une vitesse au-delà de la vitesse à laquelle vous devriez rouler, c'est-à-dire 110, alors que vous roulez à 114, selon l'appareil que nous avons. Et c'est ici, une aire de repos, que le chauffeur est invité à se garer et l'infraction est notifiée à l'automobiliste. Nous sommes ici à l'aire de repos de la barrière pleine voie de Rufisque pour orienter les véhicules qui ont été interceptés pour excès de vitesse. Donc c'est ici même que nous allons leur notifier l'infraction et recueillir leur avis. S'ils contestent, on va procéder à une démonstration qui prouvera nettement qu'ils sont en excès de vitesse, avec les images à l'appui. Une infraction rarement contestable. D'accord, man 110 la mo wax ne moom waroon daw léegi man daw naa 114 kon kay d'accord naa ne man maa juum ko léegi waaw lii moom baax na ku ñu si jàpp benn yoon duñ la si jàppaat. Un cinémomètre qui a ses limites. C'est pas tous les jours et à toute heure également, non. Donc on choisit les heures et les jours où il y a beaucoup d'affluence, beaucoup de véhicules, ou bien en tout cas les gens roulent assez vite, trop vite. Mais ce n'est pas permanent quand même, ce n'est pas un dispositif permanent. La preuve, nous avons nous-mêmes roulé à 140 km/h sans être inquiétés, alors que la limite est à 110. En attendant que notre infraction nous soit notifiée, l'installation de radars sur l'autoroute à péage va faciliter le travail des gendarmes et diminuer les accidents de la route.
Youssouf Konté, son conducteur qui viole la loi, sacré journaliste. Des nouvelles du bateau hôpital Africa Mercy présent au Sénégal. Grâce à l'ONG Mercy Ships, le navire est dans les eaux du port de Dakar depuis le 14 août. Bientôt, les choses sérieuses, les interventions chirurgicales tant attendues débuteront la semaine prochaine. Plusieurs centaines de patients ont déjà été sélectionnés. L'espoir de se débarrasser d'un mal se lit sur les visages. C'est un reportage de Sidignan. Pape Ibrahima Ndiaye, Moustapha Gabar Diop. L'ONG Mercy Ship a tenu une visite guidée de son navire hôpital Africa Mercy ce mardi pour lancer le début de ses activités pour 2019-2020. Pendant 10 mois, l'ONG entend contribuer à améliorer l'accès aux soins chirurgicaux, ophtalmiques et dentaires pour ceux qui en ont le plus besoin au Sénégal. Elle compte prendre en charge près de 3000 patients au total. À ce jour, nous sommes environ à 350 patients sélectionnés au niveau des 3 régions. Je rappelle que la sélection se poursuit dans les autres régions et à Dakar, la sélection a démarré en début de semaine, mais compte tenu du nombre de sollicitations, du nombre de patients que nous avons, nous faisons cette sélection par département. D'une superficie de 1200 mètres carrés, Africa Mercy dispose de 5 blocs opératoires, d'une salle de réveil, d'une salle d'hospitalisation de 80 lits, d'un service de radiographie et d'un laboratoire. Des infrastructures qui serviront aux interventions chirurgicales, mais également à permettre un transfert de compétences entre les bénévoles de l'ONG et les services médicaux locaux. Dans chaque région, nous avons un point focal chirurgie qui a travaillé dans la sélection, qui a travaillé à aider l'équipe de Mercy Ship dans la sélection. Et cette collaboration va se poursuivre à l'intérieur du bateau pour qu'au-delà de l'aspect prise en charge, on puisse développer le renforcement des capacités parce que le passage du bateau Mercy Ship aussi doit pouvoir concerner les acteurs de la maintenance, doit pouvoir concerner les acteurs de la santé qui ne sont pas dans le processus de sélection. Le navire hôpital Africa Mercy compte 311 bénévoles qui dispenseront gratuitement des soins chirurgicaux allant de l'enlèvement de la cataracte à l'ablation des tumeurs en passant par la chirurgie orthopédique et plastique. Mort des jeunes détenus Hassan Ndiaye et Babacar Mané le 27 août dernier à la prison de Rebeuss, la vague d'indignation ne s'estompe pas au sein de la société civile. Un collectif réuni autour d'Amnesty International Sénégal a fait face à la presse ce mercredi. C'est pour s'émouvoir des conditions de détention jugées inhumaines dans les prisons du pays. Une marche est prévue d'ailleurs après-demain. Alassane Isidore Sy au nom du collectif. Suite au drame qui s'est passé la semaine dernière, le mercredi, dont nul n'ignore, donc nous nous sommes organisés en collectif, regroupant l'ensemble des mouvements de la société civile, pour tout simplement essayer d'apporter des solutions, ou bien même de poser le débat. Nous appelons tous les citoyens soucieux de la dignité humaine à venir le vendredi 6 septembre 2019 à partir de 14 h, marcher de la place de l'Obélisque à la RTS pour demander ensemble l'amélioration des conditions carcérales qui sont inhumaines et dégradantes, l'instauration du juge des libertés, l'application des peines alternatives, une enquête impartiale pour élucider la mort des 2 détenus, le jugement des détenus en situation de longue détention, la construction de nouvelles maisons d'arrêt et de correction, le renforcement du volet réinsertion de nos MAC. La crise semble ouverte à l'institution de prévoyance retraite IPRES. L'Association des retraités du Sénégal demande le départ du directeur général. Pour elle, Mamadou Diagne ou Mamadou Simbeng a commis beaucoup de manquements qui le disqualifient. Écoutons à ce propos un membre du comité de veille de la dite association, Mamadou Diafal. Le laxisme total de cette gestion est caractérisé par une absence d'autorité notoire, facilitant ainsi un détournement des tickets de restaurant
d'une valeur de plus de 400 millions. Ce qui est extraordinaire et regrettable en même temps, aucune sanction n'est prise à l'encontre de ces auteurs de ce scandale. Là où M. Mamadou Sy Mbengue a commis une grosse faute lourde et montré son ambition démesurée, c'est quand il a voulu emballer le ministre du Travail nouvellement nommé pour demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la CIPRES, c'est la conférence interafricaine de prévoyance sociale, le retrait de l'autonomie de gestion de l'IPRES, si chèrement acquise. Heureusement que M. Mamadou Racine Sy a été informé à temps et a pu déjouer ce plan diabolique de M. Mamadou Sy Mbengue de la conférence annuelle du BIT. Vers une politique commune de lutte contre le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, les acteurs le préconisent fortement. De leur point de vue, une harmonisation des textes dans la sous-région et son corollaire, une base de données unique, aurait un impact énorme dans le combat contre la drogue. Une réunion de débriefing de l'opération Ben Kadi s'est tenue aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. Voici le compte-rendu de Cheikh Hassan Fall, Sidignan. La mutualisation des forces, c'est le leitmotiv de la rencontre. Une législation sous-régionale et une collaboration des forces de l'ordre interétatiques. Pour être efficace, la lutte contre le trafic de drogue doit intégrer ces facteurs. Le Sénégal et la Gambie ont signé un memorandum of understanding et beaucoup d'autres régions sont en train de coopérer. Il y a le Ghana et le Nigeria. Et dans le contexte de ce projet, notre but, c'est de voir en fait cette coopération beaucoup plus effective. Il faudrait avoir beaucoup plus de données, comprendre beaucoup plus l'environnement, voir comment les formations sont faites, essayer de rectifier pour voir la plateforme juridique à mettre en place. Une lutte qui demande une meilleure valorisation des hommes chargés de l'application de la loi. Les réseaux criminels sont dans la recherche et ils sont très cash. Donc de la même manière que les forces d'application de la loi sont en train de renforcer leurs capacités, eux aussi ils sont en train de renforcer leurs capacités, mais ils sont 10 ans en avance sur eux. Et donc ces moyens dont vous mentionnez sont importants et que la recherche, l'équipement, mais surtout la reconnaissance qu'on leur doit être continue. Un trafic qui s'amplifie dans la sous-région, surtout avec le chanvre indien et la cocaïne. Les récentes saisies en disent long. Il y a un trafic vrai qui se trouve au niveau régional, c'est-à-dire le trafic de cannabis, donc qui traverse des frontières. Hein. Et il y a d'autres types de drogues telles que la cocaïne. On sait très bien que la cocaïne vient des régions de l'Amérique latine, donc forcément, il y a un dispositif qui est mis en place pour qu'ils arrivent en Afrique de l'Ouest. Les forces de l'ordre du Sénégal et de la sous-région, accompagnées de l'ONUDC et du projet ECOWAS, échangent pour une meilleure harmonisation des textes pour plomber les ailes de ce trafic. Dans un océan de pessimisme, je vous présente maintenant un afro-optimiste qui s'assume et l'affiche fièrement. Le Canadien Jean-Louis Roy couche dans un livre tout le bien qu'il pense du continent. Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle est le titre de l'ouvrage paru hier aux éditions Feude-Brousse à Dakar. À l'appui de son optimisme, la richesse est en basculement de l'ouest vers l'est. Et l'Afrique soutient Jean-Louis Roy et le continent du futur. Chersal a assisté à la séance de dédicace. Le monde change partout et l'économie mondiale bascule de l'ouest vers l'est. Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle. Jean-Louis Roy, l'auteur de cet ouvrage, est persuadé que l'Afrique est le continent du futur. On n'est plus du tout dans l'ancien monde, c'est terminé. La capacité de produire la science, la technologie, les produits technologiques, les avions, les trains rapides et tout ça, les ordinateurs et tout ça, c'est maintenant partout dans le monde. Ça n'appartient plus à ce que le président de la France l'autre jour appelait l'hégémonie de l'Occident. Il a dit ça se termine. Nous sommes dans la dernière phase. L'Afrique est le continent de demain. Avec l'Asie, oui.
Dr Sertidiane Gadio, qui a fait la lecture commentaire du livre, voit à travers cet ouvrage une démarche de rupture pragmatique. Voilà un livre qui aborde les choses sous un angle totalement différent. D'abord du point de vue de la source. Au lieu de prendre les sources officielles connues, le livre a essayé de s'appuyer principalement sur les centres de réflexion en Afrique. Et le livre nous révèle qu'il y a 745 centres de réflexion en Afrique, de think tank, alors que nous tous, on aurait répondu aux une centaine, et on se retrouve avec 700 et quelques. Et donc cela veut dire qu'il y a de la pensée en Afrique, il y a de la réflexion en Afrique, que le continent est en train de penser non seulement son présent, mais de se projeter dans le futur. Dans le livre, Jean-Louis Roy affirme que le déploiement universel de l'ère numérique explique les mutations en cours dans le monde. Leur convergence a porté le développement en Asie ce dernier quart du siècle. De l'Asie, elle le porte aujourd'hui en Afrique et fait du continent le chantier du siècle. L'actualité internationale sous forme de télégramme, comme on le disait à une certaine époque, chaos institutionnel en Grande-Bretagne, retrait d'un projet de loi controversé à Hong Kong, logo officiel du prochain mondial de football dévoilé, accalmie en Afrique du Sud après les violences xénophobes. Ainsi va le monde aujourd'hui à Sangui. South Africa is a home for all. Le calme après la tempête en Afrique du Sud, après 3 jours d'émeutes à caractère xénophobe qui ont fait 5 morts et provoqué l'arrestation de 200 personnes, un calme apparent règne à Johannesburg dans le township d'Alexandra. Les magasins qui ont échappé au pillage commencent à rouvrir timidement. Leurs tenanciers ont été rassurés par les patrouilles de la police qui anticipe de nouvelles expéditions punitives. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole pour condamner des actes inqualifiables et a réitéré un slogan de plus en plus vide qui veut que tout le monde soit le bienvenu en Afrique du Sud. Le Brexit est un serpent de mer sur lequel les premiers ministres britanniques se cassent les dents. Boris Johnson en a fait l'amère expérience après un cinglant désaveu infligé par les députés qui ont adopté une motion en faveur du report du Brexit pour éviter une sortie de l'Union européenne sans accord. Ce coup parlementaire ne peut déboucher que sur des élections anticipées ou sur un report du Brexit, un choix cornélien pour Boris Johnson, l'homme aux cheveux ébouriffés. C'est une capitulation en rase campagne. À Hong Kong, la région semi-autonome administrée par la Chine, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a choisi de retirer le texte controversé sur les extraditions qui a cristallisé les tensions pendant plusieurs semaines. Le fameux projet de loi visait à renvoyer en Chine tout citoyen suspect. La chef de l'exécutif espère maintenant que l'abandon du texte va apaiser complètement les rancœurs de la population. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Les manifestants pro-démocratie qui bloquaient les points névralgiques comme l'aéroport international demandent aussi l'instauration du suffrage universel direct. La prochaine Coupe du Monde de football sera abritée par le Qatar en 2022. L'émirat gazier de moins de 3 millions d'habitants a dévoilé le logo officiel du mondial. Le design reprend globalement la silhouette du trophée sans oublier les traits caractéristiques et l'identité du pays hôte, notamment le foulard traditionnel et les dunes du désert de sable. Le logotype montre aussi les 8 enceintes qui accueilleront le tournoi. Match d'ouverture le 21 novembre 2022 et la finale le 18 décembre de la même année à Doha. Un
Un mondial en décembre à cause de la forte chaleur. Hassan Gueye au Qatar. Descente maintenant dans les grottes de Kédougou. C'est l'épisode ce soir de notre longue série de reportages sur la région située au sud-est du Sénégal. Des grottes, plusieurs usages à travers les âges. 2 illustrations à Étiolo, elles étaient échappatoires, alors qu'à Dindéfelo, elles constituaient des lieux de fabrique de fusils de chasse. Le viseur Diane Dembatine sur ces fameuses grottes avec son fidèle compagnon, Barasso. Les grottes de Kédougou sont des vestiges historiques. Elles étaient habitées jadis par les Bédés et Bassari qui vivaient dans ces cavernes afin d'échapper à l'envahisseur et pour préserver leur identité culturelle. À Étiolo, les grottes sont implantées dans une savane verdoyante qui reçoit une pluviométrie abondante. Devant l'entrée de la grotte, des murs comme ça. Les Bassari érigeaient des murs en face des grottes pour se protéger et ça se voyait que c'était de la main de l'homme. Donc du coup, ils introduisaient de la paille, des feuilles mortes et mettaient le feu pour les obliger à sortir. Donc bourré, lac pour les faire sortir. Situation contrastée à Dindéfelo où les cavernes étaient des armureries où l'on fabriquait et vendait des fusils de chasse. Bon, là, on ne sait pas l'heure de la découverte, parce que c'est découvert par des chasseurs toujours. Des chasseurs qui venaient du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie, qui venaient pour... Bon, il y avait un groupe qui exploitait la poudre à fusil. Vous savez, les fusils traditionnels, c'est avec la poudre qu'on met pour tirer les antilopes et comme ça. Donc avec ça là, c'est à la grotte qu'on exploitait. Il y avait des unités de production de poudre là, par les Maliens, les Guinéens et d'autres Sénégalais de la zone. Bon, après, il y a un vieux qui habitait à Dandé, il s'appelait Stamoudou. C'est lui qui fabriquait les balles là, les balles. Ensuite, quand tu viens, les marchands de la poudre là achetaient en même temps les balles là. Même ils fabriquaient des fusils. C'est comme des fusils professionnels. Il est très fort parce que les gens venaient de partout pour obtenir là. En ce moment, la grotte là travaillait avec ça. Dans la région, les grottes tiennent une place importante dans les rites d'initiation organisés en général le mois de mai. Au cours de ce cérémonial, le passage dans ces grottes est une étape cruciale. À Dindéfelo, comme à Étiolo, la vie est très paisible, loin des bruits et de la fureur du monde moderne. Hier, ou le temps qu'il fait, ce sera juste après moi avec Sophia Ba. À 23h, retrouvez Soda Diakhoumpa. Demain, le tour de Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir regardés. Excellente soirée.